aussi, donc dans plutôt la continuité de la présentation de Laurence, un petit peu moins dans celle de Bernard, on va être sur une présentation assez technique. Je m'en excuse par avance, on prendra un petit peu moins de hauteur que ce qui a été fait en particulier en début de matinée, puisque on va voir donc quelques jurisprudences qui ont été rendues en matière d'obligation de sécurité de l'employeur. Et compte tenu du temps dont on dispose, je vais écourter un petit peu ma présentation, puisque j'avais l'intention au départ de vous parler d'un arrêt, alors qui a été quand même très largement commenté et qui a fait l'objet d'une publicité assez importante, hein, qui était sur les différents postes de préjudice qui pouvaient être indemnisés suite à une reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Il est un petit peu ancien maintenant, enfin si on peut dire, le temps va vite. C'est un arrêt du 28 septembre 2023 et on y reviendra peut-être sur la fin de matinée si on a le temps. Voilà. Donc, je vous propose de passer directement, donc avant de voir ce qui a été fait, ce qui par la Cour de cassation en matière d'obligation de sécurité de l'employeur, un petit détour par la faute inexcusable, et en particulier une décision assez intéressante qui a été rendue pour illustrer la manière justement dont on apprécie la faute inexcusable et que je trouve particulièrement intéressante aussi dans les liens qu'on peut faire avec la reconnaissance aussi du manquement à l'obligation de sécurité, obligation de prévention des risques. Alors, c'est une décision qui a été rendue en début d'année, donc 29 février 2024, et qui concernait donc une salariée d'un hôpital, hein, médecin de mémoire ou infirmière, qui se fait donc agresser par une patiente dans un service d'urgence. On avait là pour le coup recours dans les arguments de l'employeur, c'était aussi assez intéressant, sur des arguments un petit peu de droit commun, hein, de la responsabilité civile, puisque l'employeur estimait d'une part qu'il n'y avait pas donc d'absence, enfin, qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le manquement qui lui était reproché et en fait la lésion intervenue au temps et au lieu du travail, hein, résultant de l'agression donc. Et que, d'autre part, l'employeur n'avait pas conscience du danger, hein, dont on sait que c'est un des éléments constitutifs de la définition de ce que c'est qu'une faute inexcusable. Donc deux moyens, absence de lien de causalité, issu du droit commun, de la responsabilité civile, absence de conscience du danger, issu de la définition, hein, de ce qu'est la faute inexcusable de l'employeur. Ce qui était intéressant dans cette décision, donc outre, on va dire l'appréciation que la Cour de cassation va faire, d'ailleurs très in concreto, hein, des circonstances pour déterminer si on est en présence ou pas d'une faute inexcusable, c'est également aussi plus généralement la question de la frontière, hein, entre un simple manquement à l'obligation de sécurité et la faute inexcusable. Alors, je vous mets à l'écran la réponse de la Cour. Donc bon, je ferai circuler hein, mon support si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour la lire. Donc on revient sur la paragraphe 5, hein, sur une définition classique de ce qu'est la faute inexcusable. C'est lorsque l'employeur aurait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Hein, jusque-là, rien de nouveau. Paragraphe 6, donc cette fois-ci, on voit comment est apprécié dans ce cadre, hein, donc de cette agression survenue dans un service d'urgence, donc au détriment d'une salariée, médecin, ou en tout cas personnel soignant. Donc là, comment est appréciée hein, justement cette conscience du danger et d'autre part le lien de causalité qu'il y avait entre le manquement de l'employeur et l'agression, les deux axes. La Cour de cassation, donc c'est intéressant, un relève déjà au regard des circonstances dans lesquelles cette agression physique a pu survenir et donc provoquer la lésion et donc aboutir à l'accident du travail, que donc seule l'équipe de soins est intervenue hein, pour séparer la victime notamment du patient qui l'avait agressé et qu'on était dans un cadre, d'un contexte hein, qui se retrouve dans l'ensemble des services d'urgence des hôpitaux, à savoir la recrudescence d'actes violents. En raison, donc notamment, nous dit la Cour de cassation, de l'engorgement des services, hein, générant l'insatisfaction des usagers. Il y a tout à parier que ça va pas aller en s'arrangeant. L'altération donc des conditions de travail et la dégradation hein, de la qualité des soins. Donc déjà, premier élément, sur cet élément donc de conscience du danger que l'employeur pouvait avoir hein, de la situation, l'employeur ne pouvait ignorer, nous dit la Cour de cassation, le risque d'agression encouru par son personnel soignant, médecins compris. Donc ça, c'est pour cette conscience du danger. Ensuite,
se pose la question plus généralement, et c'est ce que je trouve intéressant dans cette décision, des manquements de l'employeur à son obligation de prévention. On va voir, c'est un lien tout à fait direct avec la caractérisation de la faute inexcusable, et en particulier, finalement, la Cour de cassation se livre à une appréciation de ces manquements dans le cadre de l'établissement du lien de causalité entre une faute possible, faute inexcusable en particulier, et l'accident du travail survenu. L'employeur, dans cette décision, donc, avait pris un certain nombre de mesures, puisqu'il y avait eu recrutement d'un agent de sécurité, fermeture de la zone des soins par des portes coulissantes. Toutefois, donc, ces mesures qui ont été prises déjà sont postérieures à l'accident du travail et à l'agression de la médecin. On avait donc un contrat de sécurité cynophile qui avait été également conclu. Et la Cour de cassation nous dit que c'était manifestement insuffisant à prévenir les risques d'agression au sein même de l'hôpital. Et il en va de même de l'organisation de formation sur la gestion de la violence qui avait été organisée donc par l'employeur. La Cour de cassation, là aussi c'est intéressant, nous dit finalement que ces différentes actions de prévention qui avaient été mises en place par l'employeur étaient sous-dimensionnées par rapport à la réalité et la gravité du risque encouru. Alors ça c'est assez intéressant puisque finalement la Cour de cassation va regarder quel est le risque encouru, quelque part finalement le risque inhérent à la profession ou à l'activité qui était exercée, là en l'occurrence, l'activité exercée dans un service d'urgence d'un hôpital. Donc risque encouru, risque grave, puisqu'effectivement risque d'agression accrue, inhérent presque à l'activité, ou en tout cas aux conditions de travail, aux conditions dans lesquelles cette activité est organisée. Et en fonction justement de la gravité du risque encouru, la Cour de cassation se livre finalement à une appréciation des mesures de prévention qui ont été mises en place par l'employeur pour déterminer finalement si elles sont à la hauteur du risque. Donc ça, c'est extrêmement intéressant dans la manière de raisonner de la Cour de cassation, puisque en gros, on peut imaginer que plus le risque encouru est grave, finalement, plus les mesures de prévention doivent être adaptées. Et ici, du coup, la Cour de cassation reconnaît que ces mesures de protection mises en œuvre étaient insuffisantes ou inefficaces à prévenir le risque d'agression auquel était soumis son personnel. Et du coup, donc, la Cour de cassation relève que, compte tenu de la conscience du danger qu'avait l'employeur, qui pouvait pas ignorer le risque d'agression encouru par son personnel d'une part, et le lien de causalité entre les manquements de cet employeur et l'agression qui est survenue. Donc manquements de l'employeur qui sont justement caractérisés par finalement une violation de son obligation de sécurité ou de prévention ou une insuffisante prévention. Alors la faute inexcusable était caractérisée. Alors cette décision, elle est à rapprocher d'un autre arrêt qui avait été rendu il y a quelques années, un arrêt donc de la Cour de cassation du 8 octobre 2020 et qui était relatif à des équipements de protection individuelle qui avaient été fournis aux salariés. C'était des masques de protection. Donc des mesures de prévention avaient été mises en place par l'employeur, mais la victime avait néanmoins développé une silicose, malgré la fourniture de ces masques de protection, malgré le fait qu'ils aient été portés. Ce qui est intéressant dans ces jurisprudences, c'est qu'on voit finalement que l'inefficacité constatée là des mesures de protection, ou plus largement dans la jurisprudence là de 2024 dans le service d'urgence, des mesures de prévention qui ont été mises en place par l'employeur, caractérise la faute inexcusable. Donc c'est quand même assez intéressant puisqu'on voit que des mesures de prévention ont été mises en place. On les associe finalement à des activités présentant des risques particuliers, en particulier des risques graves pour les salariés, et on en déduit finalement, avec la conscience du danger que l'employeur avait du danger auquel il exposait ses salariés, on en déduit la caractérisation de la faute inexcusable. C'est intéressant. Alors pourquoi j'ai trouvé que ces jurisprudences étaient intéressantes et pouvaient peut-être nous éclairer aussi sur l'appréciation de l'obligation de sécurité, c'est que finalement, on a le sentiment avec ces arrêts qu'on est sur une appréciation de l'obligation de sécurité qui pourrait presque redevenir une forme d'obligation de résultat pour des cas un petit peu spécifiques d'activités dans lesquelles on a des risques graves et prévisibles, résultant finalement de facteurs de risques inhérents à l'activité de l'entreprise. Et en fait, c'est le fait que ces risques soient inhérents à l'activité de l'entreprise
qui permet de déterminer que l'employeur avait connaissance de ces risques, ne pouvait l'ignorer, ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé le salarié, et qu'à partir de là, même s'il a mis en place des actions de prévention, l'appréciation que les juges vont en faire pour déterminer si on est en présence d'une faute inexcusable ou pas sera euh, plutôt, on va dire, stricte, enfin stricte dans le sens strict pour l'employeur, puisqu'à partir du moment où, malgré la mise en place de ces actions de prévention, on a la réalisation du risque, alors la faute inexcusable est caractérisée. Donc il s'agit finalement de jurisprudence qui demeure quand même assez sévère pour l'employeur et qui voilà viennent peut-être un petit peu euh, comment dire arrive un petit peu à contretemps peut-être aussi d'une certaine appréciation de l'obligation de prévention des risques, hors justement faute inexcusable. Alors, on pourra en rediscuter après si vous le souhaitez. Je vous propose donc de passer cette fois-ci à l'obligation de sécurité et en particulier à différents aspects. Alors, c'est des jurisprudences, des arrêts qui ont été rendus cette année sur la charge de la preuve, l'objet de la preuve en matière de manquement à l'obligation de sécurité. Et enfin, on finira, si j'ai le temps, sur un arrêt. Il me semble que c'était l'arrêt que Laurence prévoyait d'évoquer peut-être à l'origine lorsqu'on avait discuté du programme sur justement la charge de la preuve incombant aux salariés, en particulier l'existence d'un préjudice. On y reviendra. Donc déjà, arrêt rendu en matière de manquement à l'obligation de sécurité et de résiliation judiciaire du contrat de travail sur l'aspect charge de la preuve. Cet arrêt donc du 28 février 2024 concernait donc un salarié qui avait subi un accident du travail et qui invoquait l'absence de fourniture des équipements de protection individuelle cette fois-ci. Et il est débouté donc en appel de sa demande de résiliation judiciaire au motif que la charge de la preuve du manquement lui incombe et que donc manifestement il échoue à démontrer la preuve du manquement de l'employeur. On était donc dans le cadre d'un accident qui était survenu avec des circonstances plutôt inconnues selon la cour d'appel, en tout cas un petit peu floues, un peu troubles. Et la Cour de cassation donc repose à nouveau qu'il résulte des textes applicables que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime. Donc là, on est en présence d'un accident reconnu comme accident du travail. Il n'y a pas eu de contestation sur ce point-là. Ce sont uniquement les circonstances de l'accident qui sont plutôt floues. En tout cas, le fait qu'il soit survenu du fait du travail ne pose pas question. Lorsqu'on est donc dans ce cas de l'existence d'un accident du travail et que le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité, il appartient bien à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Donc là, on était, ce qui était reproché par la Cour de cassation, c'est un arrêt de cassation à la Cour d'appel, c'était finalement d'avoir inversé tout simplement la charge de la preuve, puisque elle demandait finalement aux salariés d'apporter la preuve des manquements de l'employeur, alors qu'à partir du moment où on avait cet accident du travail, dont le lien finalement entre la lésion et le travail était établi, euh, le salarié n'avait pas à expliquer, ce que lui demandait justement à tort la Cour d'appel, n'avait pas à expliquer les circonstances dans lesquelles il a été blessé sur son lieu de travail. Et donc, il avait finalement raison de considérer que c'était à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de sécurité et donc à prouver finalement les mesures de prévention qu'il avait prises pour éviter en particulier la survenue de cet accident. Donc la Cour de cassation, elle nous rappelle que c'est bien à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, et non pas finalement au salarié de prouver les manquements de l'employeur, et en particulier lorsqu'il invoque l'absence de fourniture des équipements de protection individuelle. Dans ce cas, on voit une preuve finalement allégée. Il a uniquement à invoquer l'absence de fourniture des EPI, c'est à l'employeur de prouver avoir fourni ces EPI. Alors, on continue cette fois-ci sur toujours manquement à l'obligation de sécurité, cette fois-ci le cas du harcèlement, avec une décision assez intéressante qui a été rendue quant à l'objet et à la charge de la preuve, avec du coup une distinction, justement, on va le voir, entre le strict manquement à l'obligation de sécurité et les faits de harcèlement.
C'est un arrêt donc du 17 janvier 2024, inédit, hein, et on avait donc une salariée licenciée pour motif économique et qui avait alerté son employeur d'agissement de son supérieur hiérarchique, impression, dégradation de ses conditions de travail, et aucune suite n'avait été donnée par l'employeur. La salariée donc invoque donc dans les moyens du pouvoir, puisque c'est elle qui le forme, des manquements à l'obligation de prévention des risques professionnels, d'une part, et d'autre part des agissements constitutifs de harcèlement moral. Alors, la Cour de cassation commence justement par retenir cette distinction entre l'obligation de prévention des risques professionnels d'une part et la prohibition des agissements de harcèlement moral d'autre part. Elle précise que ces deux, cette obligation de prévention des risques et la prohibition des agissements de harcèlement moral ne se confondent pas. Donc là, on avait donc des demandes aussi, c'est intéressant, de la salariée, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Et on peut imaginer, même si c'est pas précisé dans l'arrêt de la Cour de cassation, qu'elle avait également demandé réparation des faits de harcèlement, enfin du préjudice découlant des faits de harcèlement dont elle s'estimait victime. Euh, Or, justement, on le voit avec l'allègement de la charge de la preuve qui résulte notamment de la jurisprudence qu'on a vue juste avant, que là où pour les agissements de harcèlement moral, c'est bien donc du coup aux salariés d'apporter la preuve finalement de ces agissements de harcèlement moral pour obtenir réparation. Sur l'angle de la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels, la preuve est largement allégée et c'est au contraire finalement à l'employeur de prouver avoir mis en place des actions de prévention en ce sens, et même s'il y a effectivement un lien entre les deux, puisque là, en l'occurrence, ça va être des actions de prévention du risque de harcèlement moral dans l'entreprise. Donc la Cour de cassation, là aussi, casse la décision qui a été rendue par la Cour d'appel. On avait donc une salariée, c'est intéressant, qui était placée en arrêt maladie, donc pendant une certaine période, mais dont rien nous dit que c'était un arrêt pour maladie professionnelle ou pour accident du travail. Donc on n'est pas là pour le coup dans ce cadre-là. Et donc même dans ce cas-là, lorsqu'on n'a pas d'accident du travail, pas de maladie professionnelle avérée, à partir du moment où cette salariée a invoqué donc des pressions exercées par son supérieur hiérarchique, une dégradation de ses conditions de travail, éventuellement, ça peut mener à ce que les agissements de harcèlement moral ne soient pas caractérisés. En revanche, ensuite, il faut rechercher si l'employeur avait mis en place des actions de prévention et pris des mesures à la suite de l'alerte qui a été levée par la salariée. Donc là, on voit que c'est intéressant pour la Cour de cassation. C'est pas parce que la victime, la salariée, échoue à démontrer les agissements de harcèlement moral que finalement le débouté de ses demandes sur le plan de la réparation de son préjudice découlant du harcèlement moral implique nécessairement qu'elle soit déboutée en ce qui concerne finalement la violation de l'obligation de prévention des risques. Et là, dans ce cas, le juge doit vérifier, en particulier demander à l'employeur finalement de démontrer avoir mis en place des actions de prévention. Alors ensuite, une décision qui a été rendue encore une fois en matière de manquement à l'obligation de sécurité et de harcèlement, et cette fois-ci donc toujours sur la distinction entre les deux, concernant le motif fondant la demande en requalification du licenciement, et en particulier la distinction entre licenciement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est un arrêt donc qui a été rendu le 14 février 2024. On avait donc une infirmière licenciée pour cause réelle et sérieuse, qui s'estimait victime de harcèlement. Jusque-là, c'est classique. Et elle demandait donc requalification du licenciement en licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse. Donc la Cour de cassation donc rappelle les dispositions relatives au licenciement nul en particulier, le licenciement suite à dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral. Et en fait, elle va s'attacher, alors c'est peut-être la complexité de cette affaire-là, à regarder finalement si dans ce qui était reproché à la salariée, on était sur justement le fait d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, puisque si c'est le cas et si c'est le motif qui a fondé son licenciement, on se retrouve du coup bien évidemment dans le cas d'un licenciement nul. Or, ici, donc, le comportement qui était reproché à la salariée par l'employeur et qui avait fondé son licenciement se rattachait à des déficiences repérées et non traitées. Attends, pardon, hop, excusez-moi.
Zut, je me suis perdue dans mon diapo. Touc, touc, touc. Oui, c'est bon. On y est. Alors, pardon, je reviens sur mon arrêt. Ah, je voulais en traiter beaucoup, mais alors du coup, je, je vérifie que je les confonds pas. Euh, alors, ça permet aussi à tout le monde de relire cette réponse de la Cour. Ah oui, c'est bon. Euh, alors oui, du coup, pardon, sur le arrêt de cassation, position de la Cour d'appel, le comportement donc reproché à la salariée sera rattaché à des déficiences repérées et non traitées par l'employeur dans l'organisation générale de l'entreprise et que le conflit imputé à la salariée ont été rendus possibles par les carences organisationnelles de l'employeur dans son pouvoir de direction. Et la Cour de cassation donc dit qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou à l'obligation de prévention du harcèlement moral n'est pas de nature à justifier la nullité du licenciement, du coup la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Donc voilà, c'est bien la question de la distinction entre licenciement nul ou licenciement pour, enfin, sans cause réelle et sérieuse. Et ici, justement, ce qui a été relevé, ce que je vous disais au début de la présentation de cette jurisprudence, hein, c'est qu'on était sur une salariée qui n'était donc pas licenciée pour avoir dénoncé les faits de harcèlement moral. Donc on n'avait pas de lien finalement entre le motif invoqué pour son licenciement et le harcèlement moral. Donc finalement, on avait la distinction entre ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le fait d'avoir dénoncé le harcèlement moral était importante puisque la demande de requalification en licenciement nul s'appuyait finalement uniquement sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, donc dans l'organisation et la prévention du harcèlement. Euh, et donc, finalement, en fait, toute la question dans cette affaire, c'est de savoir comment, justement, la salariée estimait que son licenciement était finalement non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse. Autrement dit, elle disait, on m'a reproché un certain nombre, moi, enfin, en tout cas, une faute, hein, une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais en réalité, assez classique, hein, elle retourne les choses en disant c'est l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité, en particulier dans l'organisation et la prévention du harcèlement. Et son argument, c'est de dire, bah, du coup, finalement, ces manquements viennent effacer la cause réelle et sérieuse, entre guillemets, qui n'a du coup jamais existé, hein, de mon licenciement, à savoir les manquements qui me sont reprochés à moi, salarié. Donc ici, on voit finalement que il y avait une forme de confusion hein, et qu'on pourrait éventuellement être sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais pas du coup sur un licenciement nul qui serait lié en fait au dénoncement par la salariée de faits de harcèlement moral. Donc c'est fait donc tout ce qui compte là-dedans. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir finalement comment la justification est apportée hein, par les employeurs dans la lettre de licenciement du coup de la cause de celui-ci. Alors, j'ai entendu un micro, je sais pas si quelqu'un veut intervenir. Euh, alors, on finit du coup sur une série d'arrêts hein, qui ont été rendus très récemment en septembre sur du coup toujours la question des manquements de l'employeur, alors plus généralement manquement à l'obligation de sécurité, on va le voir, mais pas que, et le préjudice subi par le salarié, ce qui est en particulier sur la preuve du préjudice qui doit être apporté par le salarié. En série d'arrêts, donc qui est trois arrêts qui ont été rendus le 4 septembre 2024, hein, accompagnés aussi d'une série d'arrêts qui, on va le voir, rappellent aussi hein, le principe en la matière, puisque là, on va le voir avec cet arrêt, donc je vous en ai retenu un, hein, le numéro de pourvoi 23 15 944, qui vient au contraire, en fait, porter des dérogations, on va voir, au principe hein, en vigueur, sur la preuve du préjudice à apporter par le salarié. Donc, on est donc sur le cas où l'employeur a commis des manquements et donc, vous le savez, on a un principe qui est posé en la matière, qui est que la charge de la preuve du préjudice, donc depuis les arrêts 2016, hein, incombe au salarié. Donc, charge de la preuve, objet de la preuve, hein, qui est le préjudice. C'est le cas notamment en matière d'absence de visite médicale après un congé maternité. Donc c'est bien au salarié de prouver qu'il y a l'existence d'un préjudice pour obtenir réparation des manques.
Depuis 2016, donc on a eu des infléchissements assez réguliers de cette jurisprudence. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'infléchissement, le terme est peut-être un peu fort. En tout cas, on a eu voilà un certain nombre de cas très précis hein, qui s'ajoutent petit à petit hein, dans une liste tenue presque par la Cour de cassation, dans lesquels on va considérer qu'on déroge à ce principe en estimant que le préjudice subi par le salarié est nécessairement caractérisé dans certains cas, autrement dit, n'a pas à apporter la preuve du préjudice. Alors, c'est pas du tout spécifique au droit du travail, hein, puisqu'en matière de responsabilité civile et dans tout un tas de domaines issus de la responsabilité civile, on a cet allègement hein, de la charge de la preuve du préjudice, une sorte de, on pourrait presque parler de présomption hein, d'existence d'un préjudice. Là, la Cour de cassation en matière de droit du travail, considère qu'on a des préjudices qui sont nécessairement caractérisés dans un certain nombre de cas. On parle voilà, de préjudices nécessaires ou de nécessairement caractérisés dans certains cas. Ce qui semble se dessiner donc depuis 2016, et c'est ça qui est intéressant dans cette jurisprudence, donc qui a été, enfin, qui est issu de ces arrêts du 4 septembre 2024, c'est on a suffisamment maintenant, on va dire, d'exemples qui nous sont donnés, enfin de cas qui nous sont donnés par la Cour de cassation, dans lequel le préjudice est nécessairement caractérisé pour commencer à presque y voir une forme un peu de typologie, hein, alors qui a été aussi dressée par l'avocat général notamment dans ces affaires. Donc, dans quel cas le salarié n'a pas à apporter la preuve hein, du préjudice d'écoulement des manquements de son employeur? Première série de situations, ce sont les situations où l'indemnisation du manquement de l'employeur est requise expressément par un texte légal. C'est le cas, on l'avait vu déjà, d'un arrêt hein, qui reconnaissait notamment l'existence un préjudice nécessairement caractérisé lorsqu'on avait une perte injustifiée de l'emploi dont l'indemnisation est prévue hein, par l'article 1235-1 du Code du travail. Donc on a d'un côté ces situations où l'indemnisation du manquement de l'employeur est requise expressément par un texte légal, et d'autre part des situations où le manquement concerne une violation d'une disposition européenne ou internationale et où il incombe aux juges nationaux d'en assurer l'effectivité, nous dit l'avocat général. Globalement, c'est tout ce qui est lié aux droits fondamentaux du salarié. Là, donc, on en a de nouveaux exemples avec ces arrêts hein, du 4 septembre 2024. On connaissait déjà le préjudice nécessairement caractérisé lorsqu'on avait une absence de mise en place des élections hein, des institutions représentatives du personnel. Et dans ces arrêts du 4 septembre 2024, on a donc les exemples du non-respect des durées maximales de travail, des durées minimales de repos et on avait également l'atteinte à l'intimité de la vie privée hein, qui rejoint également ces cas. Donc, dans l'arrêt hein, numéro 23-15-944, là, donc je vous montre un petit peu la réponse de la Cour, hein, l'argumentation qui est donnée. Alors, donc là, on le voit bien, on est sur du droit interne, droit national, interprété à la lumière des articles 5 et 6 hein, de la directive de 1989. Donc, on voit avec ce visa que la Cour de cassation déjà se situe effectivement dans un des cas dérogatoires qu'elle commence à adresser, c'est-à-dire les situations où le manquement concerne une violation d'une disposition européenne ou internationale ou une violation d'une disposition finalement de droit interne à la lumière du droit européen. Il résulte de ces textes hein, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé. Alors ici, ce qui était reproché à l'employeur, c'est d'avoir fait venir la salariée 3 fois pendant son arrêt maladie pour accomplir ponctuellement et sur une durée limitée une tâche professionnelle. Donc ici, on a donc un manquement très clair hein, que la Cour de cassation définit comme un manquement à l'obligation de sécurité, mais qui est plus généralement une violation finalement de son droit, de son droit au repos, enfin même surtout en particulier de son arrêt maladie. Et donc le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation. Donc là, la Cour de cassation hein, déroge à ce principe selon lequel la salariée hein, doit normalement prouver l'existence d'un préjudice.
Donc on voit, c'est intéressant puisque depuis finalement l'affirmation de ce principe de charge de la preuve du préjudice aux salariés, on a voilà quand même un certain nombre de cas dérogatoires qui émergent et on commence du coup à pouvoir dresser cette typologie, cette distinction finalement des situations où l'indemnisation du manquement de l'employeur est requise expressément par un texte légal et où quelque part finalement la sanction, enfin l'allègement de la charge de la preuve intervient presque un petit peu comme une forme d'incitation. Aussi, on se dit que si justement le salarié peut-être bénéficiait pas de cet allègement, on viendrait rendre, on va dire moins contraignant le récit de l'employeur de son obligation, et également tous les cas finalement relatifs aux droits fondamentaux du salarié, qui sont du coup en lien la plupart du temps avec une disposition européenne ou internationale.